Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les questions de friches, de futures friches. Je suis urbaniste, comme pas mal dans la salle, praticien de la fabrique de la ville. J'ai créé ma société qui s'appelle Dixit.net en 2015 en décidant à l'époque de faire que ça, de travailler que sur la ville sur la ville. Et à l'époque, on me disait, oui, mais Sylvain, c'est bien, c'est bien, mais il faut manger quand même. 2015, pas encore 10 ans. Et à l'époque, ça paraissait un peu luberlu. Aujourd'hui, regardez, tout le monde cherche sa friche. Le monde a changé. Et moi, j'ai commencé à un moment à écrire plutôt qu'à répondre à des appels d'offres à la con. Voilà, je me suis dit, bon, on va peut-être m'appeler. Voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire au début de tous les mois, le jour où j'ai arrêté le robinet à appels d'offres. Vous savez, ce truc sur lequel vous dites « Ah, c'est super ce projet, bon, je sais pas où c'est, je sais pas qui c'est, mais quand même, ça a l'air bien, etc. etc. » Et puis, vous écrivez, vous faites des dossiers. Sinon, en fait, ça va pas comme ça, on pédale dans la semoule. Je vais essayer d'inverser le truc, je vais essayer de faire qu'on m'appelle pour ce que je suis et ce que je fais. Voilà. Et puis, à un moment, j'ai commencé à avoir des premiers clients qui étaient des lecteurs, en fait. Et c'est pas du tout la même chose. Quand un lecteur vient vous voir, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même relation. Et en fait, ça a été un alibi aussi pour faire des conférences, faire des tours de France, faire comme je le fais demain, c'est-à-dire profiter d'un déplacement pour aller voir un site, faire parler des gens et explorer. En fait, en me retournant, je me suis aperçu que ça faisait 5 ans, je menais une espèce de grande enquête sur comment on pourrait faire la ville dans le bon sens, pour simplifier les choses. C'est le résultat du bouquin. Ça, et voilà, cette enquête, j'en suis revenu au bout de 5 ans avec maintenant quelques certitudes, et puis encore, vous allez voir quelques doutes évidemment. Donc, mon job, c'est comme vous, de faire la ville au quotidien et de temps en temps parler. C'est une fonction de plaidoyer. Ah oui, pardon. Bienvenue. J'ai oublié. Bienvenue dans les 30 turbulentes. 30 turbulentes, elles ont commencé en 2020. Elles vont peut-être s'arrêter en 2050, on verra. Mais en tout cas, c'est les 3 décennies qui sont devant nous et pendant lesquelles il va falloir apprendre, non pas à vivre avec des fluctuations, mais à vivre avec des crises, vivre avec des ruptures. En 2020, on a pris conscience collectivement de nos fragilités. Finalement, c'est vraiment le début du XXIe siècle. Vous savez, il avait fallu la guerre de 14 pour que le XXe siècle commence. Il a fallu une pandémie mondiale pour qu'elle s'arrête. Et on a eu une pandémie mondiale, mais derrière on a eu des ruptures d'approvisionnement en microprocesseurs, on a manqué de bois pour la construction, on a un porte-conteneur qui a loupé son créneau dans le canal de Suez, on a manqué de papier toilette en France, 5e ou 6e puissance mondiale. Qu'est-ce qu'on a eu? Guerre en Europe, des crises énergétiques, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression quand même que c'est le bordel depuis 2020. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. L'hiver a commencé aux États-Unis hier, il va durer 4 ans. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Au mieux. Avec légalement, mais bon. On ne sait pas ce qui va se passer demain, et nous, quand on est architecte, quand on est urbaniste, etc., on fait des projets qui, globalement, n'aboutissent jamais avant 5 ans et qui doivent être là pour 20, 30, 40, 50, allez, 100 ans. On ne sait pas ce qui se passe demain et on continue de faire des plans pour 2050. C'est fou quand même. Donc c'est ça. Quel impact ça a sur la fabrique de la ville? D'autant plus qu'aujourd'hui, la fabrique de la ville, elle est au cœur des crises environnementales. Il n'y a pas une crise climatique, il y a une crise environnementale, et en fait, c'est 3 crises. Climat, biodiversité, ressources. Et vous prenez chacune de ces crises, comme on va le voir, on a au cœur des responsabilités la fabrique de la ville. Ça veut dire aussi, et c'est la bonne nouvelle, qu'on a certainement beaucoup de solutions qui sont aussi entre nos mains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. On vit une impasse qu'on appelle crise, mais ce n'est pas une crise, j'y reviendrai. La première des impasses, c'est la monoculture automobile. Vous connaissez celle-là? Ford T. Toujours un mec qui dit... Donc c'était quoi l'innovation d'Henry Ford? Travail à la chaîne, vous prenez l'histoire. L'ouvrier est toujours à son poste, fait toujours la même chose très efficacement, ce qui permet d'accélérer la cadence, de massifier la production, de baisser les prix. On oublie une des grandes leçons d'Henry Ford, il a dit, le meilleur choix que j'ai fait, c'est de bien payer mes ouvriers. Bizarrement, ça a été oublié par la suite. Non, c'est quoi la condition du travail à la chaîne? C'est quoi la condition de la massification? C'est un truc qu'on a complètement oublié. Non,
Standardisation. La standardisation, exactement. On est sur un surplus d'énergie. 1908, la première Ford T, c'est le moment où on a le début de l'électrification aux États-Unis. Et donc, en fait, on a une surproduction pétrolière. On a besoin, au contraire, de déboucher. Mais c'est la standardisation. Et oui, on arrive à codifier, et à massifier, parce qu'on fait toujours la même chose. Et Henry Ford le disait très bien. Les Américains ont le choix de la couleur. Tant que c'est du noir. 1920, on a 50% des véhicules vendus aux États-Unis qui sont des véhicules Ford. Ce pas des véhicules de la marque Ford, c'est des Ford T noirs du même modèle que celui qui est sorti des usines de Détroit en 1908. L'ambition d'Henry Ford, c'était d'équiper chaque ménage américain d'un véhicule durable et réparable. L'obsolescence programmée, c'est venu après. Il a changé 3 fois nos villes. 3 fois. La première fois, c'est évidemment les rues. 1900, on est sur la 5e avenue à New York, c'est la grande parade du jour de Pâques. On se montre, donc il y a des photographes, donc on a des sources historiques. 1900, on a déjà une voiture au milieu des calèches. 1913, on n'a plus qu'une calèche au milieu des voitures. C'est la révolution de l'iPhone, mais pas dans nos poches, c'est dans les rues américaines. Et ça se passe très mal. 1899, on a un piéton qui se fait écraser sur la route, et il y a un médecin qui intervient, il témoigne dans la presse, et j'espère qu'on ne verra plus jamais ça. 1920, il y a 14 000 morts pour la seule année 1920 aux États-Unis, écrasés par des voitures, essentiellement des enfants. On saute le glas. Dans certaines villes, quand un enfant se fait écraser, il y a des débats aux États-Unis sur l'opportunité d'interdire la voiture en ville. La voiture est inadaptée à la ville. Pourquoi? Parce qu'elle va beaucoup plus vite que les autres moyens de locomotion. Et la rue n'est pas organisée pour elle. La rue est à tout le monde. Regardez les films qui ont été recolorisés récemment aux États-Unis, mais aussi en France. On a l'impression que les piétons, c'est des espèces d'uluberlus qui jettent sous le pied des calèches, etc., etc. Pas du tout, en fait. La place était à tout le monde. Il n'y avait pas de hiérarchisation. Il n'y avait pas une place pour chacun. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire. A priori, on n'a pas interdit la voiture en ville. En tout cas, pas aux États-Unis. 1925, c'est le moment où on commence à adapter la ville à la voiture. C'est le moment où on demande aux piétons de rester sur le trottoir. Évidemment, c'est à Los Angeles, épicentre de la culture automobile mondiale, et État pétrolier s'il en est. 1925, je ne doute pas que Trump fête ça avec des cotillons, même si, en ce moment, Los Angeles a d'autres chats à fouetter que fêter l'invention de la hiérarchisation de l'espace public. Mais ça veut dire que ça a commencé aux États-Unis il y a juste un siècle. C'est extrêmement récent. 1925, c'est le moment du croisement des courbes. Nombre de chevaux en circulation aux États-Unis, et nombre de voitures en circulation. 1925, c'est aussi le moment où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens. Pourquoi? Il fallait bien faire quelque chose des chevaux en trop. On les a mis dans des boîtes. Bon appétit. Ça, c'était la première des impasses. Ça veut dire qu'on arrive déjà à la Seconde Guerre mondiale. Henry Ford n'a transformé que les rues américaines. Il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que commence la deuxième des impasses de la fabrique de la ville, qui est l'État de Murphy. Avec évidemment l'invention du suburb, qui se fait à la toute fin des années 40. Il faut qu'un des fils Lewis rentre de la campagne d'Europe, où il a bossé dans le génie américain, et son job, c'était de construire des baraquements en suivant l'avancée des troupes alliées. Construire des baraquements, standardisation, préfabrication aussi. Il décide de façon explicite d'adapter le mode de fabrication de la voiture au logement individuel. Il décide de faire des maisons comme on fait des bagnoles. C'est pas Henry Ford, là, c'est plutôt la version de General Motors. General Motors, c'est une palette de couleurs qui change régulièrement. Et c'est aussi une esthétique des modèles qui change tous les ans, qui fait que votre voisin a toujours une bagnole plus récente que la vôtre. C'est l'obsolescence programmée. Et donc ils font ça. La maison sur catalogue, standardisée, construite à l'usine, construction en site, on dit aujourd'hui, qui permet de baisser les prix et de massifier. Sauf qu'on a besoin d'un foncier standard pour une maison standard. Parce que le foncier urbain, il est biscornu, il est habité, voisiné, etc. Et donc ils décident de sortir de New York, ils vont sur Long Island, ils font l'acquisition de champs de patates et de champs d'oignons, et ils vont construire les premières et 8 towns. Et tout le modèle du suburb est là. Initiative privée, consommation de sol agricole, monofonctionnalité, j'habite là et je vais chercher l'école, l'emploi, les services, etc. ailleurs, grâce, non pas à la voiture, au système automobile.
Parce qu'en fait, non seulement on a l'équipement des ménages, mais on a aussi l'ancêtre de l'autoroute qui est créé là, qui est le parkway, qui est une subtilité non pas de paysagiste, mais de juriste, qui vient positionner un parc en linéaire le long de la voie, de façon à ce qu'il soit interdit de traverser le parc et à ce que personne puisse faire une bretelle de raccordement. C'est une subtilité juridique, le parkway. Et donc là, on est sur Long Island, tout est là. Tout est là, on va retrouver aussi l'homogénéité sociale. Les premières Lewittans sont réservées aux Blancs et aux anciens combattants. Parce que, en fait, les anciens combattants ont bénéficié de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et en fait, ils inventent une économie scalable, comme on dit dans la Startup Nation, vous savez, qui peut passer à l'échelle, parce qu'ils viennent reporter la charge de l'investissement sur les occupants. On invente l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale à ce moment-là. Ces garanties d'État, ça va faire toute une économie, finalement. Jusqu'à l'effondrement de cette économie avec la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de la résidence principale. Les Lewitt & Sons s'effondrent, fait faillite en 2007, fin 2007, au tout début de la crise des subprimes. Alors évidemment, le modèle se déploie comme une traînée de poudre aux États-Unis. En fait, pas du tout. Le modèle ne se déploie pas du tout parce qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas l'autoroute, plus exactement. Il faut attendre un grand plan d'investissement qui est lancé en 1956 par Eisenhower, 60 000 km d'autoroute construits en 10 ans. Interstate and Defense Highway Act. Ce n'est pas un acte d'aménagement du territoire. C'est un plan de relance, c'est un plan de lutte contre le chômage des GIs, et c'est surtout l'équipement du territoire pour permettre à l'armée américaine de défendre le homeland. C'est une réaction à la montée du péril soviétique. Eisenhower, qui était le général en chef des forces alliées, fait ce qu'il a vu en Allemagne, c'est-à-dire un réseau de voies rapides, des autoroutes construites par Hitler, de façon à ce que l'armée américaine soit en capacité de défendre son propre territoire. C'est l'Interstate and Defense Highway Act. Et évidemment, ça va avoir un effet, c'est le déploiement de tout ce modèle-là, le modèle du suburb pour logement, mais sa version tertiaire, sa version commerciale, etc., partout aux États-Unis dans les années 60. Donc 20 ans pour que ça se déploie, 20 ans aussi pour que ça traverse l'Atlantique. Et puis, c'est finalement le dernier des impacts, vous avez bien compris. Transformation de la rue, transformation du mode de production de la ville. On construit des objets urbains, des objets immobiliers comme on construit des bagnoles, et changement de la géographie. Étalement de la ville qui vient exploser à ce moment-là. C'est dans les années 60 où on a une transposition de ce modèle-là, la Maison Félix. Standardisation, industrialisation, construction en site, baisse des prix, etc. Maison Félix qui a fait faillite l'année dernière. Et puis un changement de modèle aussi, au tout début des années 70, avec un virage sur l'aile en France, des politiques de l'État. On abandonne les politiques de la reconstruction. C'est le triptyque bailleurs sociaux, grands ensembles, logement social, pour commencer à tisser l'éloge du pavillonnaire. Ça commence par 2 circulaires, des circulaires ni tour ni bar, où l'État interdit des formes urbaines. Et le début de l'éloge du pavillonnaire, en fait, c'est pas dans le gène des Français, c'est une politique publique qui est symbolisée par l'achat Landonnette, tout début des années 70. Le ministre du Logement, Albin Chalandon, lance un programme d'acquisition populaire. On va industrialiser la maison de façon à ce que les Français soient propriétaires. Donc un autre modèle, maison individuelle. On va retrouver des acteurs privés, dont certains ont fait fortune, dont une des grandes majors dont le nom commence par B, je ne citerai personne, et la naissance d'un slogan, une France de propriétaires. C'est pas Sarkozy, c'est dans les années 70. Mais il va falloir 15 ans pour que ça décolle, en fait. Il faut attendre les lois de décentralisation. C'est pas une politique de droite, c'est une politique de droite et de gauche, c'est le en même temps. Là, on a oublié ce truc-là. Le en même temps, c'est ça. Il faut attendre les années 82-83, les lois de fer. On a un cours d'histoire là en direct. L'État file les clés du camion aux élus locaux. Le maire vient administrer l'urbanisme, c'est-à-dire il vient gérer le POS, plan d'occupation des sols, l'ancêtre de nos pays. Avec une mission assignée par l'État, qui est de produire le foncier permettant aux lotisseurs de construire la maison des Français. Les élus locaux font le job, mais en plus ils inventent un contre-modèle à l'exode rural qui a saigné nombre de communes. Et hop, au milieu des années 80, on vient redresser la barre des courbes démographiques. Bout de lotissement par bout de lotissement à l'entrée du bourg, on vient accueillir de nouveaux ménages qui travaillent un peu plus loin. On vient maintenir les écoles ouvertes.
on vient conserver un certain nombre de commerces. On invente un modèle de développement territorial dans lequel vivent aujourd'hui un quart, un tiers des Français en fonction des définitions qu'on donne. Ce qu'on appelle le périurbain, parce qu'on ne sait pas vraiment lui donner un nom correct, périurbain dans lequel, voilà, en général, on vit relativement bien. Alors, même si sans doute c'est pas le périurbain, c'est sans doute les périurbains, c'est ces territoires dans lesquels on dort, dans lesquels les gamins vont à l'école, on va dans les commerces, on va dans les services publics, on vote, mais on ne travaille pas. Et l'extension de cette tache rouge, en fait, elle est extrêmement tardive. Sauf que dans la salle, ici, on a tous toujours connu que ça dans notre vie consciente. On est confronté à ce qu'on appelle, dans les transitions, le shifting baseline syndrome, le décalage du point de référence. On considère comme normal ce qu'on a vécu au moment, finalement, de notre réveil à la conscience. Et c'est extrêmement difficile d'imaginer autre chose. Un autre modèle est très difficilement imaginable parce qu'on a toujours connu que ça. Non seulement on a connu ça, mais c'est la base du contrat social. Ça fait partie finalement de nos modes de vie. On va s'emmerder dans un appartement en location au cœur de la métropole, et puis à un moment, quand le deuxième gamin arrive, on va aller troquer quelques mètres carrés de jardin contre à la fois un schéma d'investissement, on va s'endetter auprès de la banque, mais aussi contre un certain nombre de kilomètres qu'on va faire tous les matins pour aller bosser. C'est la vie. Ça permet d'être propriétaire, l'État veut qu'on soit propriétaire, ça permet d'acheter 2 voitures diesel, l'État veut qu'on achète 2 voitures diesel, jusqu'au moment où l'État s'énerve, on ne comprend pas pourquoi, on se retrouve avec un gilet jaune au milieu du rond-point. C'est le contrat social. C'est pas qu'un mode de fabrication. Ça a quelques effets sur le réel, vous le savez, c'est 20 à 30 000 hectares de sol qui sont consommés tous les ans en France pour faire la ville, essentiellement pour faire du logement. Les 2 tiers des sols consommés sont pour du logement, essentiellement sur des terrains agricoles. C'est 5 stades de foot toutes les heures, ou c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Moi je suis nantais, donc chacun son unité de surface. Évidemment, on va retrouver votre territoire, on va retrouver Nantes, on va retrouver dans les territoires qui consomment du sol pour faire la ville, tous ces territoires attractifs, les métropoles régionales, le littoral, l'Île-de-France, un certain nombre de territoires transfrontaliers. Parce que qui dit plus d'habitants dit plus de villes. Il y a une forme d'évidence à tout ça. Alors, en fait, plus d'habitants dit plus de villes, oui, mais avec une forme de disproportion. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que nos villes, elles grandissent 3 à 4 fois plus vite que leur population. Dans le temps, on a une forme de perte d'efficacité de la fabrique de la ville. Vous voyez, on consomme toujours plus pour loger toujours moins. Et puis en fait, quand on regarde de façon un peu plus précise, on s'aperçoit qu'on a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées en France, qui sont dans des communes qui perdent des habitants. En fait, quand on y regarde de plus près, cette équation plus d'habitants égale plus de villes ne fonctionne pas. Elle n'existe pas. Ces 10 dernières années, la région Normandie et la région Bretagne ont consommé les mêmes surfaces de foncier. La région Bretagne a accueilli 4 fois plus d'habitants que la région Normandie. Ces 10 dernières années, la région Grand Est a consommé du sol. Elle a perdu des habitants et des emplois. En fait, on a aujourd'hui une fabrique de la ville qui tourne à vide. Et vous pouvez prendre comme référence le nombre d'habitants, le nombre de ménages, le nombre d'emplois ou le PIB d'un territoire. Il n'y a pas de relation entre la dynamique d'un territoire et sa consommation d'espace. Je vais le répéter, c'est pas évident. Il n'y a pas de relation entre la dynamique d'un territoire et sa consommation d'espace. Aujourd'hui, on tourne à vide. 60% de la consommation d'espace est dans des territoires qui sont classés C en termes d'attractivité. 60%. C en termes d'attractivité, ça veut dire qu'ils perdent des habitants. C'est des territoires en décroissance. Alors quand on nous dit « Mais si on arrête de consommer du sol, mon village va crever », non, monsieur le maire, vous pouvez continuer, vous allez quand même crever. C'est rassurant, hein? Mais ça a des effets sur le réel. L'esthétique de nos entrées de ville et de nos sorties de ville. On attend le plan sortie de ville du gouvernement. On devrait avoir un plan sortie de route prochainement, je pense, mais ça a des effets sur notre capacité de production agricole, parce qu'on consomme essentiellement du sol agricole pour faire la ville. Et c'est bien l'avancée de la ville qui constitue l'essentiel des pertes de sol agricole. L'atteinte au milieu, atteinte directe, mais aussi atteinte indirecte par la fragmentation des milieux. Et puis la génération d'une mobilité automobile, parce que la voiture permet l'étalement, mais l'étalement génère aussi la voiture.
la spirale de la mort pour ce cancérologue canadien, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive en systémique. Ça ne veut pas dire que c'est bien quand c'est positif, ça veut dire que ça s'emballe. Et puis, troisième impasse, l'impasse climatique. Hein. Vous connaissez ce truc-là. Globalement, on est à 10 tonnes équivalent CO2 aujourd'hui par habitant en France. Alors, ça ne veut rien dire les moyennes. Hein. Statistiquement, dans la salle, on est bien au-dessus. Hein. C'est directement indexé à la CSP des gens. Hein. Donc, il y a des Français qui sont à 2 tonnes. C'est notre rendez-vous en 2050. Ils sont déjà à 2 tonnes, mais en fait, en général, c'est des gens qui n'ont pas de maison. Donc, c'est vraiment associé au niveau de vie aujourd'hui. Donc les moyennes ne veulent pas dire grand-chose, mais bon, si on moyenne en tout cas, et qu'on regarde où sont les émissions de carbone dans notre budget carbone, on s'aperçoit que si on fait la somme de la construction, du BTP, si on y rajoute le fonctionnement des bâtiments, chauffage, clim, élec, etc., qu'on rajoute aussi les mobilités du quotidien qui sont induites par la forme de la ville, ben on a 50% de nos émissions carbone. C'est-à-dire que la ville et sa fabrique, c'est 50% des émissions carbone. Et la ville, elle n'est pas que responsable des émissions carbone, elle est aussi victime des coûts du climat, inondations, recul du trait de côte, canicule, feux de forêt. Alors ici, on n'est pas à Los Angeles, on est à Layton. Vous vous souvenez de Layton? Donc Layton a battu pendant 3 jours les records mondiaux de température. Hein. Ils sont ratés à 49,6 degrés. Le 4e jour, Layton a été rasé de la carte par un feu de forêt. En fait, là, il fait 25 degrés en moyenne en juin, même si les moyennes saisonnières ne veulent plus dire grand-chose. Mais pas 50 d'habitude à Layton. Mais surtout, c'est un territoire qui n'est pas touché d'habitude par le risque de feu de forêt. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment du mal à comprendre. C'est en fait, le bouleversement climatique, c'est pas que des coups plus fréquents et plus violents. C'est une nouvelle géographie des risques qui est en train de se dessiner. Et donc des territoires qui aujourd'hui se sentent à l'abri et qui vont être touchés. Ce qui est un vrai problème parce qu'on n'est pas simplement face à une mise à jour des cartographies de risque, on est face à la nécessité d'inventer une nouvelle philosophie de gestion de risque. Parce que déjà, dans l'équation climatique, il y a une variable qu'on ne maîtrise absolument pas. Vous savez laquelle c'est? La variable qu'on maîtrise le moins, c'est nous. On ignore complètement la capacité qu'on va avoir ou pas à décarboner nos modes de vie dans les prochaines années. Et ça a un impact immédiat sur les évolutions du climat et donc les crises. Et après, on ne s'est pas non plus mobilisé à l'échelle de ce qui nous intéresse, à l'échelle de la ville, du village, de la parcelle, les impacts de ces différentes crises. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mode de gestion des risques urbains qui est basé systématiquement sur un regard dans le passé pour anticiper ce qui pourra advenir dans l'avenir. On a des modélisations qui sont en fonction d'événements de référence, comme les crues. Et là, il faut qu'on ouvre une nouvelle forme, une nouvelle philosophie, finalement, de la gestion des risques. Alors, je veux bien qu'on parle d'hydrogène, vous savez, ce gaz hallucinogène qui fait rêver un certain nombre d'élus, et notamment qui voudrait qu'on change juste de carburant dans le véhicule. En fait, c'est pas juste qu'on va changer le carburant du véhicule, c'est pas qu'on va changer de véhicule, c'est qu'on va changer le mode de vie autour du véhicule. C'est pas une transition douce. C'est pour ça que je reprends le terme d'Alexandre Monin, de redirection. C'est à la fois un virage et un mouvement. Il faut faire. Et je vais y revenir. C'est une forme de brutalité. Quelqu'un qui disait c'est un virage à 360 degrés. Évaluation du taux d'ingénieur, un peu plus ici, là-bas. Donc c'est que 90 degrés. 360, c'est un coup d'élu. Non, il y a une vraie forme de brutalité, mais il y a du mouvement. Parce qu'en fait, on a 3 mouvements à faire d'ici 2050. Décarbonation, faire notre part. Adaptation, s'adapter à un climat qui change quoi qu'il arrive. Et apprentissage de cette nouvelle résilience. Mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de sujet. C'est un des problèmes du ZAN. Alors, il n'y a pas de logo officiel. Alors, vous dites, petit sondage. Qui dit le ZAN? Qui dit le ZAN? Qui dit la ZAN? Non, mais il y a un grand débat national. Et qu'on n'a pas résolu. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc là-dessus, et c'est demain, dans la newsletter de Dixit.net, on lance un sondage. C'est dans le cadre d'une étude scientifique. On va essayer de résoudre cette question-là. Donc je dirais Yale, pour ne pas prendre un peu de temps. Pour faire bien, c'est pas tendance.
Je pense que, en tout cas, ça laissera plus de traces que traces, dont on n'entendra sans doute pas trop parler. Le trace ou la trace, je ne sais pas. Je ne sais pas si les sénateurs ne souviennent pas. Bref. Donc c'est vachement bien. Il y a juste 3 problèmes. Z, on commence par 0, on finit par 0. On commence par Excel, on finit par Excel. En général, ça finit mal. Le A, l'artificialisation. On ne sait pas ce que ça veut dire. En plus, c'est imprononçable. Et puis le N, qui veut dire qu'il y a compensation, qu'on peut transformer une friche industrielle en secteur agricole, mais je vous laisse manger la salade qui sera produite. Et le vrai problème, et moi j'ai fait un bouquin, mon premier bouquin qui était contre l'étalement. Et dans la conclusion, je me suis trompé. J'ai trompé de sujet, quoi. Le problème, c'est pas l'étalement. Le problème, c'est pas l'artificialisation des sols. L'artificialisation, c'est un symptôme. C'est pas le problème. Il ne faut pas confondre la fièvre et la maladie. L'artificialisation des sols, c'est la fièvre. La maladie, c'est la ville facile. La ville facile, c'est ce qu'on fait bien depuis 50 ans. C'est rechercher des économies d'échelle dans des grandes opérations constructives ou des grandes opérations d'aménagement. C'est rechercher finalement une forme d'efficacité en privilégiant l'artificialisation de sols simples, que sont les sols agricoles. C'est standardiser une poignée d'objets immobiliers sur lesquels on va pouvoir industrialiser et massifier la production. La maison, j'en ai parlé, mais vous pouvez prendre l'immeuble défiscalisé de centre-ville, même si ici on aime bien faire des façades, mais derrière c'est toujours la même chose. Ou la tour de bureau, etc., etc. Il y a une espèce d'hyper standardisation. Et clairement, ça a fait le job. Ça nous a permis de répondre à bien des besoins sociaux, bien des besoins humains, on en avait besoin. On l'a fait et on l'a bien fait. Mais ça nous met dans le mur. Ça nous met complètement dans la panne. Il faut donc qu'on passe à la réparation de ce qui est là, parce qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Quand je dis qu'on a 3 virages à faire d'ici 2050, décarbonation, adaptation, résilience, c'est pour la ville dans son ensemble. C'est pas pour les nouvelles constructions. On est focalisé sur la question du neuf. C'est extrêmement important le neuf, mais c'est complètement secondaire. On a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fout du déjà là. Comment non seulement on résout ces problèmes et on l'adapte, mais comment c'est dans le déjà là qu'on va trouver la solution à nos besoins de développement, nos besoins d'adaptation, nos besoins de résilience, etc. Comment on passe d'une forme d'urbanisme linéaire, consommation de sol, production d'objets immobiliers à obsolescence programmée, et puis obsolescence accélérée. On est passé de 2 à 3 millions de logements vacants en France en 10 ans. On va bientôt fêter les 5 millions de mètres carrés de bureaux vides, rien qu'en Ile-de-France. Il y a aujourd'hui autant de friches à l'île métropole dans les zones d'activité récentes qu'on en a issus du passé industriel glorieux du territoire. En fait, on construit des objets immobiliers comme on fait des touillettes en plastique. On fait de la ville jetable. Ça, c'est le quotidien de la fabrique de la ville. Et comment on passe à ce que j'appelle l'urbanisme circulaire, c'est-à-dire d'abord mieux utiliser nos bâtiments, intensifier ce qui est déjà là et transformer ce qui peut l'être. Ensuite, mieux utiliser les espaces urbains, densifier, construire du neuf, mais dans des espaces déjà urbanisés, et parfois recycler. Ces grandes boucles de démolition-reconstruction, démolir c'est des déchets, démolir pour reconstruire c'est de la construction neuve, mais c'est toujours mieux de le faire dans des espaces déjà urbanisés qu'aller taper dans la butte du foncier vierge. Puis parfois une boucle de renaturation, en admettant qu'on a un certain nombre d'espaces urbanisés qui ont vocation à être naturels. On sait le faire, tout ça on le fait, moi j'ai strictement rien inventé, la question c'est comment on passe à l'échelle. Comment on passe à l'échelle, en fait, 6 grands chantiers d'adaptation qu'il nous faut encore mener. Ils ont tous en commun ces chantiers qu'on a commencé à les engager, qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait faire, et qu'on n'est absolument pas à l'échelle. La vraie question, c'est comment on accélère, en fait. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire et comment on fait. Le premier, vous le connaissez, c'est la canopée. On en parle même sur CNews tous les étés, c'est vous dire si c'est facile. Vous connaissez l'histoire, il y a de chaleur urbain, il fait chaud en ville, et puis en plus on a des inondations par ruissellement qui s'accumulent, donc on a un double besoin, désimperméabiliser, renaturer les sols et puis planter, massifier une nouvelle canopée dans la ville. Mais il faut qu'on soit au clair là-dessus, c'est pas juste quelques arbres en plus sur la face de la mairie, c'est pas les espèces de zigouigouis dans des pots devant la gare, vous voyez ces trucs-là avec un panneau solaire dessus. J'étais invité à un dîner comme ça pour parler d'adaptation au ministère de l'écologie, et il y avait le mec qui vendait ces trucs-là.
On était 10 avec des vrais scientifiques, etc. Il y avait lui et moi. On ne savait pas ce qu'on foutait là. J'étais obligé de parler des pots de géranium qu'on met sur la place de la mairie et que ça allait pas faire vraiment une adaptation, ce machin. Bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échelle de tout ça. Hein, aujourd'hui, par exemple, à Lyon Métropole, où il y a un travail qui a été fait sur la canopée et ses potentiels de développement de façon historique, on a analysé que les potentiels de développement de la canopée, hein, notre objectif, c'est à peu près 30%. Hein. Alors, on ne compte pas les arbres en nombre d'arbres. Hein, ça, c'est quand on fait de la politique ou de la communication. Quand on est sérieux, on parle en pourcentage de canopée. Est-ce que je vous rappelle que vous faites une forêt urbaine japonaise de Miyaki. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. 6 pieds au mètre carré. Ça veut dire que dans 200 mètres carrés, vous mettez 1200 pieds. Au niveau com, c'est vachement bien. Mais 200 mètres carrés, c'est aussi un vieux platane. Donc la question, c'est un pourcentage de canopée. L'objectif, c'est de couvrir 30% de nos espaces. Pas 30% à l'échelle d'une métropole, 30% de tous les quartiers. De façon à avoir un vrai effet sur le climat, et donc un vrai effet sur la santé. Étude à l'appui. Le potentiel de développement de la canopée aujourd'hui dans la métropole de Lyon, c'est 10% dans la rue. 10% dans l'espace public. On pense tout de suite à l'espace public, la place, etc., mais c'est que 10%. Le pourcentage potentiel dans les espaces maîtrisés par la puissance publique, c'est 30%. Donc quand vous faites la somme des cours d'école, des rues et de la cour de la préfecture, ça fait 30% du potentiel. Ça veut dire qu'il y a 70% du développement de la canopée qui est dans le privé. Donc c'est pour ça que la métropole de Lyon finance les copropriétés privées pour renaturer, pour planter, désimperméabiliser, mais aussi les entreprises privées. Hein, aujourd'hui, on a une métropole qui a changé de posture, qui est plus maître d'ouvrage d'espace public et de renaturation, mais qui fait du conseil chez des opérateurs privés et du financement. C'est ça, pour être à l'échelle. Parce qu'il faut accélérer, changer les pratiques, et considérer qu'aujourd'hui, la canopée, c'est pas de la décoration, c'est pas du végétal ou un projet de paysage, c'est une infrastructure. Une infrastructure de résilience qui nécessite, comme le métro du Grand Paris, comme les JO, comme Haussmann, etc., de la place, des moyens, et des moyens exceptionnels et une ingénierie dédiée. Hein. Parce que vous connaissez l'histoire, hein, il y a de bons moments pour planter un arbre. Aujourd'hui et il y a 20 ans. Et les arbres qui vont commencer à avoir de l'effet en termes climatiques en 2050, il faut les planter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute transformation d'espace urbain, toute transformation d'espace ouvert devrait être une vraie révolution. On vire les bagnoles, on désimperméabilise et on plante. On plante suffisamment d'arbres pour qu'en couper un soit plus un scandale, mais un acte de gestion du quotidien. Arrêtez de s'attacher au sujet et parler de la canopée et non pas des arbres. Le deuxième des chantiers, c'est celui des temps. Hein, la question des usages, comment on utilise mieux nos espaces, hein, comme ces terrasses de bistrot qui poussent en lieu et place de parking, mais aussi comme ces cours d'école, hein, qui pourraient servir en dehors du temps simplement des récréations. Alors ça se fait dans quelques petites communes, comme à Montréal par exemple. Voilà. Il y a quelques cours qui sont ouverts ponctuellement de façon récente sur Paris, en effet. Mais on voit bien qu'on a autour des équipements publics un potentiel fou. Ici à Noirmoutier, par exemple, c'est pas la cour qui est ouverte, c'est les salles de classe qui sont transformées en logements touristiques tous les étés. Les parents d'élèves qui enlèvent les tables et les chaises, qui installent des cuisines et des lits. Et on a 8 logements touristiques à Noirmoutier, dans une école qui sinon serait vide. On pense aussi cette question des temps, de la chronotopie quand on fait du neuf. Hein, ici, on est sur un projet d'écoquartier qui avait prévu, évidemment, une salle pour les associations et puis un groupe scolaire. Jusqu'au moment où on a décidé de mettre dans le programme du groupe scolaire, sur la cantine, une deuxième porte qui donne directement sur l'extérieur, avec un mobilier modulaire. Et donc, c'est dans la cantine, on vient pousser les meubles pour que le soir et le week-end, on puisse réunir les associations, faire du spectacle. 1 mètre carré, 2 usages, 2 utilisateurs. On a un potentiel phénoménal. On a publié il y a pas très longtemps un outil qui s'appelle l'Intensiscore, qui est mis à disposition des opérateurs, notamment des collectivités locales, mais aussi des grands propriétaires fonciers, de façon à ce qu'ils évaluent le taux d'utilisation de leurs bâtiments et qui regardent en fait l'ampleur de ce gisement inexploité. Parce que on parle beaucoup du mètre carré bas carbone, etc. Mais le vrai mètre carré bas carbone, c'est celui qu'on ne construit pas. Le bâti, évidemment, ce chantier, donc vous avez compris,
On a un léger objectif de décarbonation, hein. Moins 94% d'ici 2050. On va y aller, réduction de 700 millions de ma prime rénov annoncée par le gouvernement. A priori, on est dans le bon train. Là, c'est bien parti. Il y a encore 3 millions de chaudières fuel en France. On est encore en train de se poser la question de l'opportunité ou pas d'arrêter de subventionner les chaudières à gaz. C'est bien qu'on en discute. Mais quand on a une équation de ce type-là, en fait, on n'est plus sur une question d'énergie. On n'est pas sur une question d'isolation. Ça vient toucher l'intime du bâtiment, ça vient toucher sa matérialité. La question du carbone aujourd'hui, au vu des sauts à passer, elle est dans la matière. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se pose la question, réellement, de l'empreinte carbone des matériaux de construction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un chantier de rénovation énergétique, on est bel et bien, comme le disent les bailleurs sociaux, sur des chantiers de seconde vie. Donc, c'est pas coller du polystyrène sur la façade. C'est même pas changer la chaudière, c'est réinterroger le fonctionnement du bâtiment de façon structurelle, repasser par le programme, par l'architecture et aussi par la technique évidemment, pour redonner 30 à 50 ans de vie à un bâtiment. C'est pas juste isoler un bâtiment des années 80, dans lequel on vivrait comme dans les années 80. C'est réadapter les tailles de logement, c'est réadapter l'organisation des bureaux, etc. etc. C'est des chantiers absolument massifs, ces chantiers de seconde vie, et on retrouve l'adage, faire du neuf avec du vieux. Et retrouver tout le processus intellectuel du neuf pour faire du vieux. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui consiste juste à changer un élément, etc., rentre complètement dans la définition de la maladaptation du GIEC. C'est-à-dire c'est l'investissement que vous faites aujourd'hui qui va vous empêcher de faire le vrai investissement nécessaire dans 10 ans parce que vous n'aurez pas fini d'amortir votre putain de chaudière. Le sujet, c'est ça. Tout le reste, c'est de la décoration. Ça veut dire aussi qu'on a une forme de transformation de l'acte de réhabiliter et transformer. Quand on voit l'ampleur finalement du chantier qui est à mener sur les bâtiments existants, en tout cas pour ceux qui peuvent l'être, on s'aperçoit qu'on a une forme de flou qui se fait entre le monde de la construction neuve et le monde de la réhabilitation. Parce que finalement, on vient réinterroger les programmes, et puis quand on vient réhabiliter de façon massive, on en profite aussi pour rajouter quelques étages, et donc de faire la construction neuve. On a les doubles compétences à avoir, et puis il faut qu'on change de philosophie. Aujourd'hui, quand un bâtiment est obsolète, par défaut, il est démoli. Vous connaissez l'histoire. Le bâtiment de bureau, il est vide, machin. On a la réunion, donc si on rase tout, on peut faire 2 étages de plus. Et puis de toute manière, on n'a pas les plans de la structure. Et puis ça va coûter plus cher que le neuf. C'est compliqué la réhabilitation. Alors si on fait du neuf, au moins on sait comment ça finit, etc. etc. C'est comme dans le film 12 hommes en colère. Vous vous souvenez du film ? Ils y arrivent, c'est les jurés, le gamin est coupable, ça sert à rien d'en discuter. Mais là c'est pareil, pour notre bâtiment obsolète, aujourd'hui c'est ça, il est coupable par défaut, on démolit, on va reconstruire du neuf. Pourquoi ? Parce qu'on a standardisé le neuf, parce qu'on maîtrise le processus, on l'a industrialisé, on est efficace. Travailler l'ancien, on ne peut pas l'industrialiser, c'est dû à la façon. Dans le film, il y en a un qui lève la main, qui dit non, moi je suis pas d'accord. Quoi ? Tu penses qu'il n'est pas coupable ? Non, je veux juste qu'on en discute. Je veux qu'on ait le débat. Alors ils ont finalement le débat, et puis à la fin du film, évidemment, le gamin n'est pas coupable. Il ne peut pas être coupable. Il faut qu'on ait le débat de façon systématique. Inverser la charge de la preuve. Par défaut, tout ce qui tient debout doit avoir une seconde vie. Pourquoi ? Parce que notre patrimoine carbone, il est dans les structures existantes. Parce qu'aujourd'hui, démolir un bâtiment, c'est perdre tout notre patrimoine carbone. Quand vous prenez vous scénarisez la transformation, et ça a été fait sur un bureau des années 80, vous projetez sur 40 ans, plusieurs hypothèses. Première hypothèse, on ne fait rien. On continue de chauffer les oiseaux pendant 40 ans. Deuxième hypothèse, on démolit, on fait un bâtiment passif. Et puis évidemment, troisième hypothèse, on ne démolit pas, mais on fait une réhabilitation lourde, etc., etc. Vous connaissez la fin de l'histoire, c'est la troisième hypothèse qui est la plus pertinente en termes de bilan carbone. Parce que vous avez conservé la structure, et notamment le béton armé, qui vient encapsuler l'essentiel du carbone. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'entre les 2 premières hypothèses, démolir pour reconstruire un bâtiment très efficace, et continuer à chauffer les oiseaux, au niveau carbone, il vaut mieux chauffer les oiseaux. C'est-à-dire qu'en 40 ans, vous n'avez pas réussi à amortir l'investissement carbone nécessaire pour refaire la structure. Notre sujet, c'est celui-là. Ce n'est pas qu'une question de choix de matériaux, on ne va pas tout construire en bois,
c'est essayer d'éviter de démolir. Tout ce qui tient debout doit avoir une seconde vie. Et tout ce qu'on construit aujourd'hui doit avoir une vie longue. Hein. Il y a un projet aujourd'hui exemplaire de déconstruction sélective d'un bâtiment de bureau qui doit être démoli, hein, et ils viennent enlever tous les boulons, etc., pour faire après un bâtiment de logement. Le seul problème, c'est que ce bâtiment de bureau, il n'a pas fini sa garantie décennale. Il y a moins de 10 ans. C'est le problème. Ce bâtiment-là, il est conçu comme un bâtiment de bureau, mais dans sa structure, on a anticipé les passages de réseau pour que demain, il puisse se transformer en logement. On a des surhauteurs entre les niveaux pour passer les réseaux. On a repoussé les circulations vers le centre pour éviter d'avoir, vous savez, ce noyau avec les escaliers, les photocopieurs au milieu du bureau qui vous empêchent de faire des logements de qualité, etc., etc. Ils sont même allés plus loin. C'est un bâtiment qui bénéficie d'une double autorisation, un double permis de construire pour 2 usages, bureau et logement. C'est que demain, le jour où on a ce niveau-là qui se transforme en logement, ils ne seront pas obligés d'avoir un permis de construire. Ne faites pas ça chez vous. Hein, c'est exceptionnel, on ne change pas un CERFA comme ça leur a pris des années. Et, voilà. Mais en tout cas, on change de philosophie, ça veut dire qu'évidemment on va continuer de faire du neuf. Hein, évidemment, on va moins en faire. Mais quand on fait du neuf, il faut qu'on fasse du neuf qui dure. Hein. Et en fait, on est plus confronté à une obsolescence des usages qu'à une obsolescence technique des bâtiments. Hein, aujourd'hui, on fait des arbitrages de démolition sur des bâtiments parce qu'ils sont tellement optimisés pour leur usage actuel qui sont incapables d'évoluer sur un nouvel usage. En fait, c'est ça, hein, la vraie construction bas carbone. C'est avant tout ne pas construire. Hein, travailler les temps. C'est ne pas déconstruire. Hein, changer de philosophie, changer le registre de la preuve, et puis moins construire. C'est-à-dire avoir des programmistes dont le rôle est finalement de faire que les gens se mettent d'accord pour partager 1 mètre carré et sortir du syndrome 1 mètre carré, un usage, un utilisation. La clé est là, et puis à la fin, oui, on va construire bas carbone de temps en temps, puis on va isoler. Mais l'enjeu, il est essentiellement sur les questions de programmation. 4e des chantiers, vous le connaissez, c'est celui de l'espace urbain, la question des friches industrielles, le nouvel Eldorado, hein, qui est l'entrée de ville, hein, l'entrée commerciale, vous savez, on va enlever ça, puis on va glisser les boîtes sous des immeubles, de logements notamment. Et c'est intéressant, on va faire des vrais morceaux de ville, aux entrées de ville, hein, là où on pourra mettre du transport en commun, etc., etc. Un quart des zones commerciales qui pourraient accueillir demain du logement. Hein. Ça pose 2 questions. La première question, c'est est-ce que, après que ce centre commercial a tué toute l'activité commerciale du centre-ville, il est vraiment opportun de faire une entrée de ville qui, en plus, accueille du logement, accueille des équipements publics, etc., etc. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas. Parce que l'urbanisme, ça dépend où. Hein, mais en tout cas, on voit bien que peut émerger des formes de centralité secondaire, ce que sont déjà un certain nombre de ces logements. En tout cas, moi j'ai une certitude. C'est que ce n'est pas au patron du Super U de décider de ça. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Et puis la deuxième question, c'est que si 25% des zones commerciales aujourd'hui peuvent se transformer en morceaux de ville, hein, mixte, donc, qu'est-ce qu'on fout des 75% qui restent? Et ça, les opérateurs commerciaux n'en parlent pas beaucoup, et pourtant, ça devrait les préoccuper. Et en tout cas, je pense qu'on est parti pour, une fois de plus, privatiser les recettes et mutualiser les pertes. Ne nous laissons pas faire. Et puis, les zones tertiaires, qui aujourd'hui sont en train de voir se multiplier. J'appelle les bâtiments zombies, des bâtiments morts-vivants, des bâtiments qui sont obsolètes en termes d'usage, obsolètes en termes techniques, qui ne sont pas encore tout à fait vides, mais on voit bien que les friches se multiplient. Et aujourd'hui, nombre de territoires aujourd'hui sont en train d'arbitrer au fur et à mesure sur des formes d'interdiction de la production de tertiaires neufs. Arrêtez de construire des bureaux. Alors, les opérateurs disent, mais ça se loue, moi j'ai un preneur, etc. Oui. Et comme pour les zones commerciales, la nouvelle zone commerciale, elle marche. Et elle rend obsolète celle d'avant. Et aujourd'hui, la production neuve rend obsolète toute une partie du territoire, etc. Et surtout, rend impossible le fait de réhabiliter, de donner une seconde vie à ce parc qui aujourd'hui est obsolète. Et puis densifier, dans ces secteurs-là, et partout, il y a plein de nuances de densification, de la plus microscopique à la plus imposante. On peut même parler parfois de densification douce, même si quand votre voisin construit un nouveau logement dans son jardin, c'est pas d'une grande douceur en général. Voilà.
Mais en tout cas, on voit bien que dans les densifications pavillonnaires, il y a plein de potentiel et en même temps plein de nécessité de changer complètement de braquet, de changer complètement de philosophie et de façon d'en discuter. Hein, densification douce, mais aussi densification dure, hein, dans la ville dure. Voilà, moi c'est ce que j'appelle la recette du pâté urbain. Hein. Vous connaissez ça? Alors sans doute ici ça se passe très différemment. J'en doute absolument pas. On crée des droits à construire en faisant une révision du PLU. Vous savez, là, il va falloir densifier, etc. etc. Il y a une opportunité foncière, un terrain à vendre. Et là, on a des opérateurs immobiliers, hein, dans ce territoire attractif, qui vont rivaliser, hein, de façon à faire l'acquisition de ce foncier. Hein. Donc, ils vont faire des études de capacité, de façon à sortir un prix. Globalement, ils vont bourrer la parcelle, hein, ils vont mettre tant qu'ils peuvent, et plus vous en mettez, plus vous pouvez offrir un prix important. De façon étonnante, hein, c'est celui qui va offrir le prix le plus important qui va être retenu par le propriétaire. Et là s'engage une discussion toujours agréable avec les voisins, avec les avocats des voisins, avec le service instructeur, et ça finit dans le bureau du maire. Et le maire sort en disant: j'ai obtenu du promoteur qui enlève un étage et qui décale légèrement sur la droite la fenêtre B22. Bravo. Personne n'est dans son rôle. Tout le monde se fait la gueule à la fin. C'est la seule certitude qu'on a. Le maire fait la gueule, le promoteur fait la gueule, l'architecte, j'en parle même pas, les voisins, et même les nouveaux occupants font la gueule. Il y en a un qui ne fait pas la gueule. C'est qui? Celui qui a vendu le terrain. Mais oui, parce qu'une politique du logement sans politique foncière, en fait, c'est la décoration. Alors, vous allez dire, aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre, hein, mais bon. Et c'est le cinquième des chantiers. On voit bien qu'aujourd'hui, partout en France, on est en train de recenser ces initiatives, et d'ailleurs, n'hésitez pas à en dénoncer s'il y en a localement. Des transformations du mode de portage du foncier. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a un certain nombre d'usages essentiels à la vie collective qui ne peuvent plus se payer le foncier. Évidemment, c'est le logement social, c'est le logement abordable, hein, c'est l'acquisition sociale, etc., etc. Mais pas que ça, c'est les rez-de-chaussée utiles, hein, qui aujourd'hui, les commerces du quotidien sont poussés dehors par les vendeurs de fringues, etc., etc. C'est l'activité productive. Hein, aujourd'hui, on a des périphéries dites industrielles, hein, où on avait des PME, on avait des artisans, etc., qui sont en train de se transformer en terrain de foot indoor, en trucs pour les gamins, ou en décathlon, ou en supermarché. Hein, une forme de résidentialisation de l'activité économique qui fait que l'activité économique productive n'arrive plus à se payer à proximité. Pareil pour une activité agricole de périphérie, etc., etc. En fait, on voit bien que l'inflation des valeurs fait qu'il y a un certain nombre d'usages qui ne trouvent plus leur place dans les métropoles attractives. Alors on bascule. Alors on bascule et on change les règles. On change les règles à Annemasse, par exemple, où on ne vend plus de foncier économique. Hein, où le foncier économique est propriété d'une foncière publique. Hein, et les industriels vont construire leurs bâtiments en pleine propriété, mais sur un sol qui ne leur appartient pas. Ça ne leur est pas venu comme ça. Hein. Annemasse est touché par la proximité de la Suisse, ça fait partie du Grand Genève, et à Genève, depuis les années 60, il y a 3% du territoire qui est réservé à l'activité industrielle. Parce que oui, même quand on a des sièges sociaux, des banques, etc., il faut quand même des camions d'épuration, il faut quand même du BTP, et voilà. Sauf qu'ils ne pouvaient plus trouver de la place. 3% réservés, avec un opérateur, la Fondation des terrains industriels, qui anime ces espaces-là, mais qui est propriétaire de l'essentiel de son ciel. Parce qu'il faut maîtriser la propriété d'un sol pour arriver à conserver son usage. C'est ce qu'on fait avec les OFS, hein, avec le bail réel solidaire. C'est quoi finalement? Un propriétaire du sol qui va s'assurer sur le temps long de la vocation sociale, hein, de ces bâtiments-là. Ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de territoires avec des foncières solidaires sur différents objets, notamment dans du centre-bourg. Et puis le dernier des chantiers, c'est évidemment celui du territoire. Aujourd'hui, et certains d'entre vous font de la planification, hein, quand on fait un SCOT, un PLU, on commence par des scénarios démographiques. Hein. On commence à se dire ce que sera l'avenir, ce que sera le futur. Et on choisit un scénario. Il y a le A qui est un peu merdique, il y a le C qu'on ne peut pas se payer, et il y a le B, le scénario volontariste. C'est celui qui fait revenir les 4 Parisiens avec enfants dans le village en décroissance. C'est celui qui calme l'attractivité de la métropole qui est en surchauffe. Le scénario volontariste, sans doute, il fait revenir l'être aimé aussi. Vous savez. Mais on est au 30 turbulentes. Comment est-ce qu'on peut se choisir un futur? Ça n'a aucun sens. On ne peut plus se permettre de choisir un futur, et donc de choisir un scénario. Aujourd'hui, la question, c'est comment on imagine des futurs, toujours avec un S.
Et pas nécessairement les futurs qu'on a envie de voir advenir, mais les futurs qui s'imposent à nous, parce que plus on avance dans la crise environnementale, plus finalement les futurs sont écrits. Si on bouge vite, c'est pour gagner de la liberté de choix demain. Moins on bouge, moins on a de liberté de choix sur la question des nouveaux risques, j'en ai parlé, mais sur la question des ressources, évidemment, ou la question des dépendances. On a créé nos propres dépendances, on n'a pas l'équation de la décarbonation de la voiture. Il n'y aura pas une Tesla pour chacun. Je vous le rappelle, la voiture électrique moyenne vendue en 2023, elle coûte 60 000 € en France et elle pèse 2 tonnes. A priori, c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Voilà. Donc on a un truc un peu bizarre, on sait en fait l'avenir de la voiture, c'est soit la voiturette de golf, et là, pour aller bosser à 60 km au mois de février, ça va être chaud. Ouais. Soit un espèce de taxi collectif Afrique de l'Ouest où il y a 6-8 personnes, hyper mutualisées, il y a un chauffeur ou pas de chauffeur, on s'en fout. Enfin, vous voyez, un truc... Mais le fait de tous posséder une voiture pour aller où on veut, ça ne fonctionne pas. Alors le fait d'en posséder 3, j'en parle même pas. On ne sait pas décarboner cette équation-là. Il y a eu le travail qui a été fait de la règle de 3 avec quelques hypothèses favorables sur le Grand Genève. 100% de véhicules électriques, électricité 100% verte, pas de problème de ressources, etc. etc. Quand même, une voiture électrique, c'est carboné, parce qu'il faut la construire. Quand vous faites la règle de 3, en fait, pour arriver à décarboner la mobilité du quotidien dans le Grand Genève, c'est moins 80% du nombre de kilomètres parcourus. Ça veut dire qu'au moment où on faisait la prospective en 2050, il y avait le débat sur le dernier chantier d'élargissement autoroutier à côté de Genève. Et puis dans la salle d'à côté, le débat c'était qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre des routes le jour où on a divisé par 5 le nombre de véhicules dessus. Et puis encaisser les crises, mais apprendre des crises, et aujourd'hui ne pas gâcher les crises. Comment on apprend justement pour ne pas refaire. On n'a pas eu le grand récit national de la vallée de la Roya. On a parlé de Valence, mais on s'est tous dit que c'était en Espagne, et puis finalement la Roya c'était pratiquement en Italie. Donc c'est jamais vraiment chez nous. Et d'ailleurs quand c'est chez nous, on s'aperçoit qu'on oublie. Et qu'on a besoin d'oublier. Pas-de-Calais, j'en parle même pas. C'est limite la Belgique. Et en fait, il y a un dernier chantier. Je vous ai dit qu'il y avait 6 chantiers, mais non, il y en a 7 en fait. Et le dernier chantier, c'est le chantier des chantiers. Parce que ce à quoi j'appelle, c'est pas une redirection de la ville, mais une redirection de sa fabrique. Et donc une redirection des organisations qui font la ville. Et c'est ça qui est fondamental. Je vais reprendre les termes d'un collègue, Emmanuel Bonnet, qui dit qu'aujourd'hui, toutes nos organisations sont des stations sport d'hiver de moyenne montagne. On a tous notre or blanc. On a tous cru que c'était des neiges éternelles. Et on est en train de s'apercevoir qu'en fait, non, ça va s'arrêter et on ne sait pas quand. Alors, pour certains, c'est vraiment de la neige, pour d'autres, c'est la vue sur mer, pour d'autres, c'est la capacité de couler du béton, c'est la capacité de consommer du foncier agricole, etc., etc., etc. You name it. Chacun sa neige. La question, c'est ça. Où est la neige chez vous? Et on est tous confrontés à la même question, c'est est-ce qu'on rachète une paire de canons à neige, ou est-ce qu'on pense à la suite? Et c'est ça la redirection. Et quand on commence à regarder la suite. Quand on commence à se dire qu'en fait, dans un monde sur lequel on est venu optimiser nos organisations, nos processus, nos territoires, etc., être toujours sur l'optimisation, en fait, ça nous met dans le mur quand on change de monde. On est passé d'un monde de fluctuation à un monde de rupture. Et ça change ça. Ça fait qu'on ne peut plus s'appuyer simplement sur l'optimisation. On a besoin de robustesse. On a besoin de changer le curseur et de basculer. Ça veut dire aussi que là où on pouvait se dire qu'on verra ce qui adviendra demain, on aura des évolutions de marché, des évolutions du climat, on saura réagir, mais aujourd'hui on ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on voit venir la crise. Et donc on renoue avec réellement un regard stratégique. Et on a confondu ces dernières années la stratégie et la tactique. La tactique du quotidien, c'est des choix, on change de marché, etc. La stratégie, c'est façonner le futur. Et puis faire sa part. Forger une robustesse et faire sa part des 6 chantiers, parce qu'il faut les mener, ces chantiers d'adaptation, mais aussi parce que tous ces chantiers, c'est des chantiers. Donc c'est des opportunités de boulot, de chantier réel, de mobilisation, etc. Des opportunités pour celles et ceux qui font la ville. Parce que le truc, on arrête tout, on attend, ça ne marche pas en fait. Enfin, ça ne marche pas. En tout cas, si on fait ça, c'est le tri social. Donc il faut vraiment faire le chantier. En tout cas,
Moi, c'est mon parti pris. Et ça veut dire que finalement, ce qui est une nécessité, mener ces chantiers, devient pour nous, faiseurs de ville, une opportunité. D'autant plus une opportunité que si on sort de la ville facile à industrialiser et qu'on coule moins de béton, c'est qu'on rentre dans la ville compliquée et qui va nécessiter beaucoup plus d'intelligence. On change de matière grise, vous voyez le fameux jeu de mots. Parce que oui, il faut être créatif sur tous ces projets-là. On ne peut plus être sur l'industrialisé. On est nécessairement sur du à façon. C'est une créativité formelle, mais aussi sur les processus, mais aussi sur le financement, mais aussi sur le juridique, etc. Un besoin immense de créativité, et puis d'en repasser, je le disais, par une forme de détour prospectif, aller regarder des futurs, mais toujours au pluriel, pas pour s'en choisir un, et pas aller regarder nos futurs favoris, mais des futurs inconfortables. Hein. Nous, on a monté une agence de voyage. Alors, c'est une agence de voyage dans les futurs, il y a une petite étoile et tout petit inconfortable. Et on embarque des groupes d'élus, des groupes de décideurs, des comités exécutifs, etc., dans des futurs qui les touchent eux, qui les perturbent. Et puis, depuis 2050, ils s'envoient une carte postale à eux-mêmes. Hein. Voilà ce qu'on a vécu en 2050, donc il y a la photo de la carte postale, puis ils écrivent à la main, puis ils se l'envoient eux-mêmes, on colle le timbre et hop. Et puis ils se donnent des conseils à eux-mêmes depuis 2050. Et c'est ça, en fait. À un moment, comment est-ce qu'on change l'état d'esprit des décideurs en les emmenant dans ces futurs-là? Parce que quand on va loin, quand on va dans après-demain, même s'il bouleverse un peu ce après-demain, quand on a regardé après-demain, c'est beaucoup plus facile de regarder demain depuis après-demain. Hein, le changement est facile. Et aujourd'hui, on regarde demain depuis aujourd'hui. Hein, comme une forme de continuité. On a besoin d'anticiper des formes de rupture là-dessus, y compris quand on fait de la planification urbaine, y compris quand on fait une stratégie d'organisation. Parce que ça permet d'engager la redirection. La redirection, c'est 3 A, hein, 2 que vous connaissez très bien, hein, adapter, adapter nos pratiques, adopter de nouvelles pratiques, c'est tous les plans d'action. Hein, vous avez tous des plans d'action dans vos organisations. Ça fait des séminaires management, on colle des post-it, etc. C'est une partie importante du PIB de la France, hein, qui consiste à ça. Non, mais c'est important. Ça paye des consultants et j'en fais partie. Et c'est souvent en fin de semaine, et je ne sais pas si vous avez remarqué, dès le lundi, on a fait un truc vendredi, c'était super, il faut que je vous explique. Mais la semaine prochaine, parce que là, on a de l'urgence. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas les budgets, on n'a pas le temps de cerveau disponible, etc., etc. On n'a pas les ressources, parce qu'on a oublié un DA. C'est abandonner. Hein, c'est la deuxième question. C'est à quoi vous allez renoncer, non pas pour renoncer, mais renoncer pour faire. Parce que le renoncement, c'est un moyen de dégager de la ressource. C'est un moyen de dégager du foncier. C'est un moyen de dégager une capacité d'action économique, des ressources humaines, etc., etc. On renonce pour faire. Donc nous, on fait ça. On fait l'animation de séminaires, on fait des plans d'action, puis à un moment, on tape dans les mains, on dit fin de la récré. Maintenant, on va vraiment travailler, parce que tout ça, vous l'avez déjà fait 18 fois. Maintenant, on va faire un plan de renoncement. Et donc, ils ne travaillent que là-dessus. 40% du temps à passer sur le renoncement, 40% à passer sur l'adaptation des pratiques, et puis 20% à passer sur les nouvelles pratiques, parce que de toute manière, vous n'avez pas le temps d'engager ça. Donc, 2 questions. Hein. Où est la neige chez vous? Et à quoi allez-vous renoncer lundi? Hein, à part la réunion de service, parce que faites un cadeau à la France, faites un cadeau à vos collègues, annulez la réunion de service. Il va falloir expérimenter, parce que si je connaissais le chemin, je n'aurais pas écrit un bouquin, j'aurais écrit un guide, et je le vendrais beaucoup plus cher. Lui, il est qu'à 20 €, j'en ai quelques exemplaires. Hein, et ça peut être commandé en ligne. Parce qu'on rentre dans une décennie d'expérimentation. On voit bien là-dessus qu'il faut à la fois qu'on apprenne à gérer les crises tout en inventant les business models, les modèles d'après-demain. On n'est pas encore dans demain que déjà il faut penser à après-demain. Parce que, qu'il n'y ait pas de confusion, on vit dans un métier, la fabrique de la ville, qui vit des hoquets, des crises de façon régulière, et là on a encore des débats sur Businessimo, machin truc, est-ce que la crise va s'arrêter en 2025? On parle moins plutôt de 2026, peut-être 27, mais les taux, vous avez vu, ça baisse, etc. etc. Tout le monde est là en train de regarder dans le mar de café pour imaginer quand va s'arrêter la crise. Mais c'est une vraie erreur diagnostique. Considérer qu'on est en crise, c'est penser qu'on a vécu une ouverture de parenthèse et que ça va se refermer, qu'il y aura un retour à la normale.
Mais en fait, c'est pas une ouverture de parenthèse qu'on dit, c'est une fermeture de parenthèse. Une parenthèse heureuse, on a pu cramer du sol agricole, couler du béton sans se poser de questions, cramer du fric parce que les taux d'intérêt étaient bas, etc. On vit cette fin de parenthèse, et considérer qu'on ait une crise et attendre la fin de la crise, c'est finalement perdre une opportunité. Au contraire, cette crise, ça doit être le signal du changement de modèle et de l'accélération de la transformation étatique. Merci à vous.